que la reine jugera convenable d'approuver. Le Parlement a fait une première adresse à la reine le 17 décembre 1867, lors de sa toute première session. Le Parlement du Canada a adopté une adresse à la reine l'appliant d'unir la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest à la puissance du Canada et l'assurant de son engagement, je cite, à prendre les mesures nécessaires pour que les droits légaux de toute corporation, compagnie ou particulier soient respectés et placés sous la protection des cours de juridiction compétentes. Fin de citation. L'ordre en conseil admettant la terre de Rupert, le territoire du Nord-Ouest, en date du 23 juin 1870, maintenant intitulé le décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, et constituant une partie intégrante de la Constitution du Canada, a repris cet engagement et l'a sanctionné. Quand les habitants métis de la terre de Rupert et du territoire Nord-Ouest ont manifesté leur opposition à toute annexion faite sans leur consentement, le gouverneur général du Canada, Sir John Young, a cherché à les concilier en leur communiquant directement les termes de cet engagement. Le 6 décembre 1869, il a mis une proclamation au nom de la reine Victoria adressée, je cite, aux fidèles sujets de Sa Majesté la Reine dans ces territoires du Nord-Ouest, déclarant que, je cite encore, par l'autorité de Sa Majesté, je vous assure donc que sous l'union avec le Canada, tous vos droits et privilèges civils et religieux sont respectés. Vos propriétés vous seront garanties et que votre pays sera gouverné comme par le passé, d'après les lois anglaises et dans l'esprit de la justice britannique. Fin de citation. Le même jour, Sir John Young a fait parvenir une copie de cette proclamation au gouverneur de la Sénatoria, William McTavish, avec l'expression d'assurance vivante. Je cite, The inhabitants of Rupert's Land, of all classes and persuasions, may rest assured that Her Majesty's government has no intention of interfering with, or setting aside, or allowing others to interfere with, or set aside their religious rights and the franchises which they have hitherto enjoyed, or to which they may hereafter prove themselves equal. Le lendemain, le secrétaire d'État pour les provinces, Joseph Howe, écrit au lieutenant-gouverneur désigné, William McDougall, lui signalant l'expédition d'une proclamation issued by the Governor General by the direct command of Her Majesty, lui demandant d'en faire une grande dissémination et lui déclarant que you will now be in a position in your communication with the residents of the Northwest to assure them, one, that all their civil and religious liberties and privileges will be sacredly respected. Two, that all their properties, rights, and equities of every kind, as enjoyed under the government of the Hudson's Bay Company, will be continued. Quelques jours plus tard, le 10 décembre 1869, le gouverneur général a nommé comme commissaire spécial un autre fonctionnaire de la compagnie de la baie de Hudson, Donald Smith, le futur Lord Strathcona, le futur président de la Banque de Montréal, le futur président de la compagnie canadienne-pacifique, le futur gouverneur de la compagnie de la baie de Hudson. C'est la personne que, si vous avez vu la photo qu'on appelle The First Spike, il y a un homme barbu avec un grand manteau, ça c'est Donald Smith. On l'a chargé, le gouvernement du Canada, et John A. Macdonald l'avait choisi, et il y avait une correspondance pendant des mois par la suite, directe entre John A. Macdonald, le Premier ministre, et Donald Smith. On l'a chargé to explain to the inhabitants the principles upon which the government of Canada intend to govern the country, and remove any misapprehensions which may exist on the subject. Lors des réunions publiques tenues au Fort Garry, les 19 et 20 janvier 1870,
Smith a fait part des différentes communications engageant le gouvernement canadien de respecter les droits existants dans le terre de l'UPR et le territoire nord-ouest. Néanmoins, les habitants métis se méfiaient de ces promesses, des promesses si abstraites, et voulaient obtenir des garanties plus précises, avec raison d'ailleurs. Assurés que Smith était autorisé à leur donner ces garanties, ils ont fait élire une convention composée de 20 francophones et 20 anglophones pour dresser la liste des droits revendiqués. Quelques mois plus tard, à la Chambre des communes, Georges-Étienne Cartier offrirait une comparaison favorable entre cette convention et les conférences de Charlottetown et de Québec qui ont préparé la Confédération de 1867. Le 7 février 1870, la Convention a présenté à Donald Smith une charte comprenant 19 droits, dont 2 en matière de langue. That the English and French languages be common in the legislature and courts, and that all public documents and acts of the legislature be published in both languages. That the judge of the Supreme Court speak the French and English languages. À l'égard de ces 2 revendications linguistiques, Donald Smith a répondu, "As to this, I have to say that its propriety is so very evident that it will unquestionably be provided for." La Convention a également élu 3 délégués pour traiter directement avec Ottawa, et le gouvernement provisoire les a armés d'instructions précisant que le bilinguisme officiel était péremptoire, ce que le 20 revendications, 10 étaient jugées péremptoires, obligatoires. Les délégués n'avaient pas le droit de céder sur ces 10 exigences. Les autres 10 on pouvait céder là-dessus, c'était négociable. Et ce que les gens souvent, ils se rendent pas compte que une des exigences qui était négociable, qui n'était pas obligatoire, c'est la possibilité que la terre de l'UPR entre dans la Confédération canadienne comme une province. Les gens, la majorité des délégués à la Convention avaient voté en faveur du statut de territoire, non pas comme province. Mais ils insistaient sur les lois linguistiques. Ça, c'était primordial. En avril 1870, ces délégués ont négocié une entente avec le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, et son principal lieutenant, Georges-Étienne Cartier, pour reconnaître les droits revendiqués et permettre l'union territoriale. Le 12 mai 1870, le Parlement du Canada a donné suite en adoptant l'Acte du Manitoba, et le 24 juin, c'est peut-être une date qui a certaines significations pour certains. Le 24 juin 1870, l'Assemblée législative de la terre de l'UPR lui a emboîté le pas en adoptant aussi l'acte du Manitoba. D'après Noël Joseph Richard, le principal délégué, le seul à faire rapport à ses électeurs métis, cette loi canadienne était conforme à la liste de droits et garantissait le bilinguisme officiel. On passe rapidement l'acte du Manitoba. Je pense que je vais plutôt résumer cette partie-là parce que j'aimerais me limiter à respecter les exigences qui sont établies en termes de temps. Mais ce qu'on ne reconnaît pas en général, c'est que l'acte du Manitoba est effectivement la constitution, pas uniquement du Manitoba, mais des territoires nord-ouest. C'est l'acte du Manitoba qui a établi les frontières du Manitoba et des territoires nord-ouest, donc l'ancienne terre de l'UPR et le territoire nord-ouest. Et a établi un gouvernement jumelé. C'est que le lieutenant-gouverneur de Manitoba était également lieutenant-gouverneur des territoires nord-ouest, même personne. Le conseil législatif et exécutif du territoire nord-ouest était composé surtout de députés élus à l'Assemblée législative du Manitoba.
Les tribunaux étaient exactement les mêmes. Il y avait un recorder pendant 2 ans, et il devient par la suite le juge en chef pour du bas à la reine du Manitoba. Mais le recorder de la Cour générale de la Terre de Rupert est maintenant recorder de la Cour générale du Manitoba et des territoires de l'Ouest. Il y a une garantie pour le Manitoba qu'on connaît, c'est l'article 23, qui reconnaît le bilinguisme officiel du Manitoba. Effectivement, les Métis avaient gagné ce qu'ils pensaient qu'ils avaient gagné, ce qu'ils avaient revendiqué, parce qu'entre 1870 et 1876, effectivement, tout ce qui se faisait dans les institutions, les instances gouvernementales, que ce soit le tribunal, le conseil législatif, etc., des territoires nord-ouest, se faisait dans les deux nord. Et la capitale des territoires nord-ouest, comme la capitale du Manitoba, était à Winnipeg. Mais ça, c'était le gouvernement conservateur et, qui avait établi cela. Et puis, si je vais lire tout mon texte, je vais expliquer comment, dans les territoires nord-ouest, de 1870 à 1876, on avait le bilinguisme officiel. Il y a un gouvernement libéral qui est d'Alexander Mackenzie qui va arriver au pouvoir. Et DC va décider, la loi est votée en 1875, mais c'est promulgué en 1876. Une loi sur les territoires nord-ouest pour séparer le Manitoba, le gouvernement de Manitoba et le gouvernement des territoires nord-ouest. Et par la suite, la capitale des territoires nord-ouest serait déménagée à North Battleford et puis après à Regina, donc de Winnipeg. Mais quand on a adopté cette loi, on a promulgué en 1876 et la journée même où on a promulgué la loi, on a annoncé le nom de nouveau lieutenant-gouverneur, plus le lieutenant-gouverneur de Manitoba, le lieutenant-gouverneur, l'autre maintenant, qui serait juste lieutenant-gouverneur des territoires nord-ouest, et son gouvernement. Tous des anglophones unilingues. Alors, Joseph Royal, propriétaire du journal Le Métis, procureur général du Manitoba et futur lieutenant-gouverneur des territoires nord-ouest, a protesté avec véhémence contre cette loi inique, citation unique, et a demandé un retour au système actuel pour assurer, je cite encore, le droit d'être jugé dans sa propre langue. Parce qu'évidemment, on perdait le conseil exécutif et législatif du nouveau gouvernement était composé de 3 magistrats, aussi des juges. Marc Girard, ancien premier ministre du Manitoba, ancien premier conseiller des territoires nord-ouest, s'est également opposé à cette loi inutile et a soutenu que les francophones des territoires avaient le même droit à la reconnaissance officielle de leur langue que les francophones de Québec et du Manitoba. Ainsi, le sénateur Girard a proposé avec succès que la loi soit modifiée pour reconnaître le bilinguisme officiel dans les territoires nord-ouest. Voilà les origines de l'article 110 de 1877, une disposition traitée d'accidentelle, d'inexplicable et d'indésirable par des générations d'historiens. Maintenant, en résumé, pour la cause Caron. Le 4 décembre 2003, Gilles Caron, résident d'Edmonton, en Alberta, a reçu une contravention pour des fautes d'effectuer sans danger un virage à gauche. Le jour même, il s'est adressé à la division civile de la Cour provinciale de l'Alberta à Edmonton par écrit pour revendiquer un procès en français. I wish to have trial in French. Also, ticket was given based on other parties' statement without mine. I will also plead to the effect that this ticket is invalid as it is not in both official languages of Canada. Therefore, my constitutional rights are denied, and Edmonton or Alberta has no right to withstand themselves of that law. Le 17 février 2004, la couronne a consenti à ce que
Le procès a eu lieu en français et peu après, les dates du procès étaient fixées pour le 11 et le 12 août 2004. Par la suite, toutefois, il a été remis et des nouvelles dates retenues d'abord du 10 au 11 janvier 2005, à la demande de la couronne, puis du 17 au 21 octobre 2005, à la demande de la défense, et finalement du 1er au 15 mars 2006, à la demande de la couronne. Le procès a repris le 23 octobre 2006 et n'a terminé que le 15 juin 2007. En tout, le procès a entendu 12 témoins, a reçu 102 pièces de conviction, comprenant 927 documents, et rempli 9164 pages de transcription. Il s'est déroulé sur 89 jours, étalé sur plusieurs périodes, et est réputé le plus long dans l'histoire de la province. Le 2 juillet, contravention assez dispendieux. Le 2 juillet 2008, un an après la fin des audiences et 4 ans et demi après l'infraction originale, le juge Léo Wendon de la Cour provinciale de l'Alberta conclut que le statut officiel de la langue française en Alberta était enchâssé dans la Constitution du temps. À son avis, la proclamation royale du 6 décembre 1869 est un document constitutionnel qui, protégeant les droits civils, garantissait également les droits linguistiques. Par conséquent, il a jugé que la loi linguistique de 1988, supprimant l'article 110, avait empiété sur les droits linguistiques du défendant francophone Gilles Caron. Il a également décidé que le Traffic Safety Act était inopérante parce qu'elle avait été adoptée uniquement en anglais. Ainsi, il a déclaré Caron non coupable. La couronne conteste cette décision, prétendant que la proclamation n'est pas force de loi et qu'elle ne fait pas, comme ça c'est la proclamation royale de 1869, et qu'elle ne fait pas partie intégrante de la Constitution du Canada. Alors, d'après la couronne, le juge aurait dû se borner à l'application de l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Mercure. La Cour du Grand-Laine entame cet appel depuis le 19 janvier de cette année. C'était censé prendre les audiences, c'était censé prendre fin mardi à midi de cette semaine, mais on m'a dit que ça a été prolongé. Je ne sais pas si les informations sont bonnes jusque demain. Évidemment, l'impact de nos recherches dépendra en partie des délibérations judiciaires à venir. C'est sûr que le gouvernement, ça va aller en appel après la décision de la Cour du Grand-Laine. Entre-temps, voici mes propres conclusions à l'égard de nos découvertes et de leurs implications. Premièrement, la Constitution du Canada et plus précisément les décrets en Conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, en engageant le Canada à respecter les droits légaux alors existants, garantit le bilinguisme officiel au sein des assemblées législatives et des tribunaux de la Saskatchewan, de l'Alberta, de même que dans les provinces du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et dans les 3 territoires. 2. Cette garantie constitutionnelle reconnaît le droit de chaque personne à un procès dans sa langue officielle, à savoir devant un juge comprenant sa langue et devant un jury formé de locuteurs de sa langue, et elle dépasse ainsi les dispositions traditionnelles qui ne reconnaissent que le droit de s'exprimer dans sa langue. 3. La Convention réunie à Fort Garry en 1870 pour dresser une liste de revendications et composée à parité de francophones et d'anglophones a conclu un pacte fondamental sur la gouvernance du Nord et de l'Ouest canadien et entériné les principes essentiels de dualité linguistique et de partenariat culturel. 4. Ce pacte, une fois sanctionné par le Canada en 1870, a constitué le deuxième acte de confédération, aussi important que le premier, liant les habitants de l'Est et de l'Ouest et faisant de la nation métisse un des peuples fondateurs de notre pays. Dans le contexte de l'historiographie traditionnelle, ces conclusions dérangent et étonnent, elles contredisent les idées reçues et les mythes traditionnels, mais elles n'épuisent pas encore toutes les implications potentielles. Par exemple, il faut se demander, est-ce qu'il y avait d'autres droits, à partir des droits linguistiques, qui ont existé dans la terre de Rupert avant son annexion en 1870 et qui se trouveraient maintenant enchâssés dans la Constitution du Canada? Voilà une question intéressante pour nos tournées et nos chercheurs.
Merci.